Aujourd'hui, je viens vous parler d'une réforme qui va dénaturer la langue française, qui représente un péril mortel pour elle, qui va façonner nos consciences comme la nos langues. Je parle de l'écriture inclusive. Attendez, quoi? Je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Pas à cause de mon matos qui est toujours aussi pourri, mais là n'est pas le sujet s'il vous plaît. Plutôt parce que cette question d'écriture inclusive soulève beaucoup d'autres, beaucoup trop de questions, et malheureusement des questions d'ordre politique et idéologique. Et honnêtement j'ai failli m'y perdre et je ne sais, je suis pas capable de vous dire si cette vidéo sera neutre de ce point de vue-là. Dénuée de tous ces biais de la pensée qui empêchent de comprendre en quoi consiste réellement l'écriture inclusive. C'est mon objectif, juste vous le dire. C'est juste vous dire dans la pratique ce que ça changerait. Voilà. Et accrochez-vous bien parce que vous savez que j'essaie d'être claire et précise en même temps. Et c'est un gros sujet en fait. C'est quelque chose d'assez simple à comprendre finalement, mais qui revêt beaucoup de formes, donc qui va demander beaucoup d'explications. Beaucoup. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'écriture inclusive? Et bah, roulement de tambour, ce n'est pas une écriture. Enfin, du moins, après toutes ces réflexions, n'est-ce pas, je pense que c'est 10% de l'écriture, et tout le reste, c'est du langage. C'est-à-dire une façon d'utiliser des mots. Et vous allez comprendre. Une écriture, donc, c'est un moyen de communication, c'est une manière de transmettre un langage généralement qui était oral à l'origine, un message qu'on ne peut physiquement transmettre par l'oral, que ce soit parce qu'il est destiné à des générations futures, donc des gens pas encore nés, ou tout simplement à cause de l'éloignement géographique trop important pour qu'on puisse y aller à l'oral. Bien. Le problème de la réforme dite de l'écriture inclusive, c'est qu'elle se double clairement d'un côté idéologique, qui serait celui de rendre une langue moins sexiste, plus féministe. Cette réforme que j'entends ici dans son sens médiéval, c'est-à-dire un retour vers un passé idéalisé, n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, vous êtes prévenus. Le sujet de cette vidéo, c'est d'essayer de voir comment l'écriture inclusive, le côté pratique de cette écriture inclusive, peut être séparé de ce côté idéologique, et de voir bien en quoi consiste, dans la pratique, cette écriture inclusive. Pour cela, j'ai séparé mes explications en 3 règles. Règles que j'ai tirées du manuel d'écriture inclusive, et oui, il en existe un, et ce de quoi il s'est inspiré, c'est-à-dire le guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, de une commission pour l'égalité des sexes, je crois. Un truc comme ça. Règle numéro 1. Accorder en genre les noms de fonctions, grades, métiers et titres. Par exemple, maître, maîtresse, préfet, préfecte. Ça me paraît assez évident hein, d'accorder, parce que je vois pas pourquoi une femme qui fait un métier, on va l'appeler avec le nom d'un métier masculin. Enfin, si vous voulez l'explication plus idéologique de la chose, c'est pour bien montrer qu'une femme ne fait pas juste un métier d'homme, mais qu'elle fait juste un métier. Bon, du coup, ça peut être discutable, je vous l'accorde. Par contre, si vous commencez à venir vous écrier que faire ça, c'est inventer des mots et donc dénaturer la langue française, ah là là, péril mortel, je ne sais pas trop quoi, rappelez-vous bien que, le vieux français adorait faire ça, le latin dans une certaine mesure aussi d'ailleurs, parce que c'était très facile, c'était une question de désinence. T'as teur à la fin du mot, tu remplaces et ça fait tris, et t'as le mot au féminin. Et puis, deuxièmement, si vous voulez, on peut venir en discuter gentiment, poliment, tout ce genre de choses en main, des néologismes, des anglicismes, des emprunts qu'on a francisés. Vous savez, tout ce genre de choses qui fait qu'une langue est vivante. Parce que sinon, à ce niveau-là, on supprime le mot ordinateur,
qui est, je vous le signale, quand même assez différent parce qu'on l'a inventé de notre côté, parce que le mot ordinateur n'existait ni dans le vieux français, ni dans le latin. Et oui, ça va faire beaucoup de mots de vocabulaire en moins, donc. Règle numéro 2. User du féminin et du masculin dans les messages adressés à tous et à toutes, que ce soit par l'énumération par ordre alphabétique, l'usage d'un point milieu ou le recours au terme épicène. À mon avis, c'est ça qui pose le plus de problèmes. Mais entendons-nous bien sur les termes. Lorsque l'on parle de messages adressés à tous et à toutes, on ne parle pas de la littérature. C'est-à-dire que le but de l'écriture inclusive n'est absolument pas de rééditer tout Balzac pour venir y foutre des points milieux. Les messages adressés à tous et à tous, c'est par exemple les communiqués officiels, les articles de presse, les articles de loi, enfin, ce genre de choses, ce genre de texte destiné au public le plus large possible et qui se doit d'être aussi bref que précis. C'est dans ce cadre-là uniquement que l'écriture inclusive doit prendre place. Maintenant que c'est dit, l'ordre alphabétique, pourquoi ? Eh bien tout simplement pour varier. C'est-à-dire que quand on a les deux termes, eh bien on va y aller par ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'on va dire les femmes et les hommes parce que F est devant H, mais on va dire les sénateurs et les sénatrices parce que E est devant R. Ça permet de varier, ça permet de faire en sorte que le masculin ne soit jamais toujours devant. Et ça permet aussi de faire en sorte que le féminin ne soit jamais toujours devant. Ça s'appelle l'égalité. Les termes épicènes maintenant, ce sont des termes comme artiste ou apothicaire qui ont la même forme au masculin et au féminin. Donc du coup par ordre alphabétique au féminin et au masculin. Ça permet de faire une économie des deux termes justement, de pouvoir être encore plus court tout en incluant tout le monde. C'est pratique. L'usage du point milieu ou médian. Et c'est là que le bas blesse. Le point milieu, c'est ça. Et ça ne se prononce pas les députés ES, les députés E, ça se prononce les députés. Par contre, ça se prononce ambassadeur et ambassadrice. En fait, l'écriture inclusive, on a tous et toutes un jour un peu fait. Par exemple, quand on écrivait les députés avec E entre parenthèses, c'était l'écriture inclusive. Ou alors quand on écrivait le ou les bateaux. Et d'ailleurs, on dit bien le ou les bateaux. Et on n'écrit pas ça dans les romans, ou du moins dans la littérature. Ça montre bien qu'on avait déjà un peu cette habitude, et que si on avait déjà un peu cette habitude, c'est parce qu'elle répondait déjà à un besoin. Bon alors par contre ça c'est un débat dans lequel je vais m'arrêter tout de suite en fait. Je tiens à faire remarquer que pour ceux qui trouvent que ça sépare trop les mots et qu'on n'y comprend plus rien, machin, que finalement, le mot de base, il est toujours là. Vous pouvez très bien entraîner votre cerveau à ce qu'il n'ise que les ambassadeurs. C'est tout. Ça ne posera pas beaucoup de problèmes à votre cerveau. Et pour la marque du pluriel, vous avez les devant. Logiquement, votre cerveau devrait réussir à faire le lien, je pense. En tout cas, pourquoi le point milieu ? C'est une raison tout à fait logique. Et je veux dire, vous entendez ça d'une fille qui ne veut absolument pas l'utiliser parce qu'elle trouve ça horriblement moche. Genre vraiment moche. Mais c'est très logique. Parce que c'est un signe de ponctuation qui n'a plus d'utilité aujourd'hui. C'est-à-dire que cette utilité qu'on veut lui donner aujourd'hui n'entrerait pas en concurrence avec une utilité, on va dire, plus traditionnelle, qui nous serait plus familière, ce qui pourrait amener à des confusions. À côté, les signes de ponctuation que l'on utilise nous, je veux dire à notre époque, aujourd'hui, sont très marqués au niveau de ce qu'ils sous-entendent. Par exemple, on a tous appris que s'il y avait entre parenthèses, on pouvait l'enlever sans que ça affecte le sens de la phrase. C'est-à-dire que ce qu'on met entre parenthèses est dispensable. Or, le projet de cette écriture inclusive, c'est de montrer que ce « e » qui représente la partie féminine de la population, qu'on aurait oublié, eh bien n'est pas dispensable justement. Et donc c'est contradictoire avec l'utilisation traditionnelle des parenthèses. À côté, en ce qui concerne les autres signes de ponctuation,
La barre oblique ou le slash représente une idée d'opposition, une idée plus ou moins faible, mais une idée d'opposition quand même. À côté, en français, on ne met pas de majuscule dans les mots et le point final sert à séparer des phrases. Et depuis tout à l'heure, je parle bien de signes de ponctuation, c'est-à-dire de graphie, ce qui n'a rien à voir avec le langage. Comme je le disais, l'écriture, c'est un moyen de communication qui permet de transcrire un message que du coup on ne veut pas dénaturer, on ne veut pas contredire en l'écrivant. Le signe de ponctuation, c'est une coordination implicite. Ça permet de raccourcir la phrase sans en enlever le sens. Par exemple, si on écrit plutôt je mange un gâteau, de point, je me régale, eh bien, ce qu'on veut dire c'est je mange un gâteau et donc je me régale. Et ces deux points, c'est ce et donc. Quand on écrira donc, ou qu'on l'écrira pas, je ne sais pas, mais en écrivant ambassadeur, point milieu, ris, ce qu'on écrit c'est ambassadeur et ambassadrice. Tout cela n'est qu'une question de convention graphique qui ne change pas le sens des mots ni le sens de la phrase. Il ne touche même pas à l'écriture, ne touche pas au langage. C'est une simple façon d'aller plus vite à l'écrit, tout en ne perdant du coup aucun sens dans notre phrase. Alors oui, comme vous, je me suis dit et je me dis toujours, parce qu'on n'en a pas l'habitude finalement, que ce nouveau signe de ponctuation rendrait la lecture plus ardue, notamment pour tous ceux qui débutent dans la langue française ou qui commencent ou qui apprennent à l'écrire. Cependant, je rappelle que nous sommes ici dans un cadre précis, que l'écriture inclusive, si certaines le veulent, certaines le veulent, ok, mais n'a pas vocation à être appliquée dans absolument tous les genres d'écrits que nous produisons au quotidien. Et ce cadre dans lequel nous sommes, sont les messages officiels qui se veut donc autant court que précis. Et il est là, toute la question est là, comment être aussi court que précis. Et bien justement en mettant ambassadeur.ris.s, au lieu d'écrire ambassadeur et ambassadrice, on gagne de la place. Tout comme on gagne de la place en écrivant poétesse et non femme poète. Règle numéro 3. Éliminer toute expression sexiste ou les antonomases du nom commun femme et homme. Celle-là, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à la comprendre. Je veux dire, à la comprendre dans son sens non politique, parce que en fait, elle touche directement au sens des mots et surtout à la portée de ce sens, la portée qu'on leur donne. Définition. Les antonomases du nom commun désignent tous les noms communs introduits à l'écrit par une majuscule de déférence. Autrement dit, c'est ce qui marque la différence entre l'État, petit e, et l'État, l'institution, avec un E majuscule. Ou ce qui marque la différence entre l'église, petit e, c'est-à-dire le bâtiment, ou l'église, ce qui marque l'institution, avec un E majuscule. Ainsi, quand on écrit l'homme avec un H majuscule, en fait, on entend l'ensemble de l'humanité ou l'ensemble des êtres humains. Le problème soulevé par l'écriture inclusive, c'est que l'homme, ça reste le nom commun pour désigner cette partie de l'humanité opposée aux femmes. En disant la femme, on renvoie, ou plutôt on renverrait à une image stéréotypée des femmes, parce que en disant la femme avec un F majuscule, on sous-entendrait qu'il n'y a qu'une sorte de femme finalement. Donc l'écriture inclusive propose de remplacer de la femme par des femmes et humains, et de remplacer des hommes par humains, c'est-à-dire de remplacer droit des hommes par droit humain. Mais comme je l'ai dit, ça relève quand même d'une façon de voir le langage, c'est-à-dire d'une conviction personnelle. La seule chose que je pourrais peut-être dire sur ce sujet sans tomber dans l'idéologie, c'est qu'il est vrai que le latin, qui est une des langues qui a donné notre langue, le latin, pour les généralités, pour faire une généralisation, privilégie plus le pluriel. C'est-à-dire qu'il aura plus tendance à dire les Romains sont de bons soldats que le Romain est un bon soldat. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore compris, le problème de l'écriture inclusive, ce ne sont pas forcément ses applications pratiques. Je veux dire, accorder des noms de métiers comme on accorde des adjectifs
ou mettre en place des nouvelles conventions graphiques qui vont permettre d'abréger les phrases tout en les rendant plus précises. Pour moi, ce n'est pas dénaturer la langue française. C'est tout au plus proposer une évolution comme une autre, dont seul l'avenir nous dira si elle entrera ou non dans l'usage. Le problème, c'est que cette idée d'évolution, cette proposition d'évolution, est fortement instrumentalisée, et ce des deux côtés, que ce soit par les féministes, les conspirationnistes, les structuralistes, les conservatistes, les je ne sais pas quatistes. Elle est utilisée pour servir des propos purement politiques et idéologiques. Qui aujourd'hui prend la parole sur la question de l'écriture inclusive le fait en fonction de ses propres convictions. Et je ne suis pas sûre d'y avoir échappé. Cet épisode de la plume de sel, c'est enfin terminé. Merci beaucoup pour l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, car je pense qu'il serait dommageable pour une évolution de la langue française qui pourrait être bénéfique, et je dis bien pourrait, qu'elle se fasse piétiner par un ego et des idéologies mal placées. N'hésitez pas non plus à utiliser la section commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette question, ce que vous faites ou ce que vous ne voulez pas faire, comme moi qui ne veux pas utiliser le point médian et qui continue de préférer les parenthèses par exemple. Vous trouverez aussi en description un lien vers mon blog où j'ai mis toutes les sources et finalement mon avis vraiment personnel sur la question et tout ce que je n'ai pas pu dire sur... que je n'ai pas eu le temps ou que je n'ai pas voulu dire dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Sur ce, bon vent, bonne lecture. Pfiou, ah, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée sur ce coup-là. C'est-à-dire que si on regarde les arguments, du côté des contres, on a 50% de les points milieux c'est moche et 50% de c'est un coup des postes féministes structuralistes. Et si on regarde les pour, ça fait 50% de féminisons le nom des métiers parce que c'est une femme qui le fait et 50% de c'est un coup des postes féministes structuralistes. Sans rire, c'était aussi fatigant d'un côté que de l'autre.